Le preneur d'otages de la banque rue Camille Pujol a été interpellé en fin d'après-midi. Retour sur une journée sous tension. Grève des jardiniers municipaux, ils se mobilisent pour sauver un de leurs collègues. Et enfin, premier mouvement du côté du TFC, on fait le point sur le mercato. Vers 10 h ce matin, dans l'agence CIC, située au croisement de l'avenue Camille Pujol et de l'avenue Raymond Nave, un homme d'une trentaine d'années, ayant déjà fait un séjour à l'hôpital psychiatrique Marchand, a pris en otage 4 personnes. Dès 11 h, les forces de police ont créé un périmètre de sécurité autour de l'agence. Tous les commerçants, riverains et badauds étaient bloqués soit en haut, soit en bas de l'avenue Camille Pujol. Par le côté, vous passez pas par ici. On est en train de nous faire un périmètre de sécurité élargi. Donc... Je suis la directrice de l'école. De Caouzou, d'accord, ok. Vous êtes tous... Et là, c'est une maman qui vient chercher un enfant. À 13 h, les derniers scolaires sont évacués et à 14 h 30, l'homme qui serait identifié comme étant un schizophrène en rupture de traitement libère un otage. Il annonce être motivé par des convictions religieuses et non pas financières. À 15 h 52, une femme est libérée. Ainsi, en milieu d'après-midi, il n'y a plus que 2 hommes, dont le directeur de l'agence, pris en otage. Avant que le procureur ne parle, beaucoup de questions. La proximité géographique entre la Fermera et celle-ci. Quel est l'armement exact dont dispose le preneur d'otages? Et pourquoi ce preneur d'otages a-t-il demandé à rencontrer les forces de police qui ont géré la Fermera? 17 h, fin de la prise d'otages. Le forcené est blessé, les otages sont indemnes. Demain, ce sera l'heure du bilan. Cet homme a été, à l'heure qu'il est, neutralisé. Je crois que le terme convient très exactement. Il sort 2 blessures, l'une à la main gauche, l'autre à la cuisse droite, qui sont des blessures significatives qui montrent que les policiers ont cherché à le neutraliser pour protéger les otages et non pas une seconde à le tuer. Et après que les otages aient été mis à l'abri, il n'y a plus eu de tir, ni d'un côté ni de l'autre. Autre précision importante par rapport au déroulement des événements, les 2 premiers tirs que vous avez peut-être, qui ont été entendus par des témoins, sont des tirs provenant de l'arme du preneur d'otage. Cette arme a pu être identifiée comme étant un pistolet gomme-cogne qui ne peut tirer que un revolver gomme-cogne qui ne peut tirer que des projectiles en caoutchouc. Ceci étant, l'arme ressemble d'une façon absolue à une arme susceptible de tirer de véritables projectiles. Début d'après-midi, riverains et badauds se retrouvent derrière le périmètre de sécurité, un périmètre agrandi au fil des heures qui passent. Certains sont là depuis le début de la prise d'otage. Ça a commencé aux alentours de 10 h 30, 11 h. Il y a eu beaucoup d'animations dans le quartier, beaucoup de voitures de la police. Je rentrais chez moi pour aller manger et tout, comme habituellement. Et puis la rue était bloquée et ils nous ont dit comme quoi on ne pouvait pas accéder pour rentrer chez nous. Et moi j'habite juste au-dessus de la rue et je ne peux pas rentrer chez moi. Tout a été bloqué et là pour l'instant, à part voir un va-et-vient de voitures, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les habitants du quartier après la Fermera ne comprennent pas cette recrudescence de faits divers dans le coin. Oui, ça fait beaucoup, on en a ras-le-bol. Je trouve bizarre que ça recommence encore dans le même coin. C'est un quartier réputé très calme. Très calme, oui, alors je ne comprends pas. Bon, c'est justement parce que c'était très calme que peut-être il y a ce genre d'individu qui vient dans le coin. Les hommages se multiplient après le décès à l'âge de 72 ans de Jean-Claude Flamand. Ce chercheur spécialiste de la zootechnie, soit la science de l'élevage des animaux, a notamment dirigé l'INRA de 1985 à 1999. Jean-Claude Flamand présidait également l'association Aragon-Midi-Pyrénées afin de promouvoir les relations avec ceux qu'il appelait nos amis aragonais. Une vingtaine d'agents des espaces verts de la mairie de Toulouse mobilisés ce matin, cours Henri IV, pour défendre l'emploi public et plus particulièrement un salarié recruté il y a 2 ans en CDD et dont le contrat prend fin dans 10 jours. Motif invoqué par la mairie, selon les agents, il n'aurait pas donné satisfaction dans son travail. Je tombe de très haut, parce que j'ai le sentiment, et puis c'est ce qui m'a été relaté par mes chefs d'équipe et les ouvriers avec qui j'ai travaillé, que j'étais un agent qui faisait son travail comme tout le monde, qui avait des connaissances sur le terrain au niveau pratique. Cet agent a travaillé 2 ans avec nous
il n'y a aucune raison qu'on ne le défende pas et qu'on se regroupe pour empêcher qu'il soit renvoyé au chômage. L'ancienne municipalité ne recrutait pas du personnel ouvrier aux espaces verts sur des contrats donc, à durée déterminée. Et c'est cette municipalité qui met en place la précarité. Et donc c'est inadmissible, la CGT n'accepte pas ça. Un préavis de grève a été déposé lundi. Les agents des espaces verts ont demandé à être reçus cet après-midi. Il y aurait aujourd'hui 17 agents municipaux en CDD dans les services de la mairie de Toulouse. Aujourd'hui s'ouvre Rio+20, le sommet anniversaire de celui de la Terre qui en 92 avait mis le développement durable à l'agenda. À Toulouse, ce sont les premiers résultats de l'étude prospective Garonne 2050 qui sont présentés avec ce constat. On a des problèmes d'étiage sur la durée et puis en termes de débit, vraiment des débits très bas. Bon, cette année est un peu particulière avec mai et juin pluvieux, mais il faut savoir quand même, c'est que globalement sur la tendance, le signal climatique nous dit qu'on aura plus de température, moins de précipitations. Et plus de monde, plus d'1 million d'habitants d'ici 2050. Aujourd'hui, 5 scénarios tranchés ont été dégagés pour être soumis aux usagers invités à donner leur opinion. Il y en a un où on fait beaucoup de réserves et donc on change pas vraiment les usages, voire on utilise encore plus l'eau. À l'inverse, on en a un autre qui est plutôt basé sur la sobriété, où on change radicalement nos modes de vie et du coup on s'adapte à la pénurie. Un autre, enfin, ultralibéral. L'eau devient bien marchand et seuls ceux qui ont de l'argent peuvent s'en procurer. Une synthèse et un scénario dit consensus doit être trouvé d'ici la fin de l'année. Suite dans l'affaire de la Pyrénéenne, cette entreprise de travaux publics de Villeneuve-les-Boulocs au bord de la faillite. Le PDG s'est dit soulagé après avoir vu le directeur régional de Réseau Ferré de France pour qui l'entreprise avait réalisé des travaux sur la voie Toulouse-Saint-Sulpice. Le virement de près de 500 000 € dû par RFF pour un premier marché devrait permettre aux 85 salariés de reprendre espoir. Rendez-vous vendredi où une réunion doit avoir lieu en présence d'un médiateur mandaté par le ministre du Travail ainsi que Martin Malvy l'avait souhaité en début de semaine. Pierre Cohen succède à Marie-Lise Lebranchu à la tête de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains. Cette instance, forte de 60 000 élus, devrait être régulièrement consultée dans les prochains mois concernant les réformes territoriales. Une nomination à point nommé alors que la date du congrès national du PS vient d'être fixée à fin octobre. La ville accueillera-t-elle ce congrès? La question est d'actualité. C'est officiel, Daniel Congré, le capitaine du Toulouse Football Club, s'est engagé avec le champion de France Montpellier. Le club n'a pas confirmé le montant de la transaction, mais l'on parle de 5 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. C'est une grosse perte pour les Violets car Congré sortait de l'une de ses saisons les plus abouties. Avec 34 buts encaissés, le TFC a terminé la saison avec le statut de co-meilleure défense de Ligue 1, aux côtés de Montpellier justement. Dans la foulée, c'est Jonathan Zebina qui le remplace numériquement. Le joueur s'est engagé aujourd'hui pour 2 ans. En fin de contrat à Brest, ce défenseur central de 33 ans sort d'une saison pleine de 28 matchs disputés. Formé à l'AS Cannes, c'est en Italie qu'il s'est révélé, à l'AS Rome pendant 4 ans, puis à la Juventus de Turin pendant 6 ans. Il compte également une sélection en équipe de France, c'était en 2005. Ce mercato débute tout juste et d'autres mouvements pourraient concerner le club. On parle ainsi fréquemment d'un retour possible d'Umut Bulut en Turquie. Galatasaray serait intéressé par un prêt, suivi d'options d'achat. Enfin, la rumeur Capo au Barça, on en parle des deux côtés des Pyrénées. Mais selon le quotidien catalan El Mundo Deportivo, il ne s'agirait que d'une solution de repli selon l'évolution du marché des transferts.